Du coup, cette semaine a été animée par des très grosses sorties, mine de rien. Alors moi, je suis pas allé voir Kaamelott parce que, très franchement, j'ai vu le premier opus avec des potes un peu chouffins et je me suis dit, oh quand même, c'est quand même quelque chose où a priori, bah, j'en ai un peu rien à foutre de Kaamelott de base. J'ai sorti des vidéos par rapport à ça, mais moi perso, tout ce qui est entre guillemets, moi j'adore la culture choufine, hein, bien sûr, mais Kaamelott, je rentre absolument pas dedans. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me diriger vers l'autre blockbuster qui vaut plus de 20 millions d'euros qui est du coup L'Homme qui rétrécit, parce qu'effectivement il y a deux blockbusters de plus de 20 millions d'euros qui sortent en même temps en France, ce qui est assez notable parce que généralement les gros budgets on n'est pas trop habitué en France, on va tabler sur du aller 10-15 millions pour des comédies très populaires qui sont vraiment le cœur, le fond de commerce de beaucoup du cinéma français. On rappelle que la moyenne des budgets du cinéma français ça reste 4 millions et on a du coup effectivement cet Homme qui rétrécit par Yann Kounen. Alors Yann Kounen, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un réalisateur, si je me trompe pas, danois, un truc du genre, il est d'une nationalité comme ça, enfin je sais plus exactement, d'origine néerlandaise pardon, mais voilà, et du coup c'est un réalisateur français qui a œuvré effectivement je crois également, si je me trompe pas, aux Pays-Bas aussi, mais qui est surtout connu en France pour avoir réalisé 99 francs, l'adaptation du coup du bouquin de Bec BD, adapté du coup par Nicolas et Bruno, qui est je trouve un super duo comique, un super duo vraiment hyper pertinent. Et qui avait du coup réalisé un segment pour le film Les Infidèles. Et il se trouve qu'en fait ce segment-là avait été coupé de la sortie cinéma. Et Yann Kounen avait énormément le seum et vraiment il a dit bah je travaillerai plus avec Jean Dujardin qui était producteur sur le film parce que je trouve que c'est une merde d'avoir coupé mon segment. Moi mon segment je trouve qu'il est génial. C'est avec le mec qui est ultra baraque il me semble. Enfin en plus c'est un segment qui était vraiment chouette. Mais clairement c'était tourné à Bruxelles, j'ai bossé sur les décors. Et bah bravo à toi Refotop, on va parler des décors en plus de L'Homme qui rétrécit. Mais clairement pour moi effectivement je vois ce projet-là, je me dis ah oui ok bon bah Yann Kounen finalement s'est réconcilié avec Jean Dujardin. Est-ce que la réconciliation entre Yann Kounen et Jean Dujardin a porté ses fruits? Ouais, mais c'est pas non plus une catastrophe. Et je trouve qu'il y a quand même des choses à sauver. En fait, du coup, L'Homme qui rétrécit, le pitcher dans le titre, au moins c'est très pratique hein, d'ailleurs pour le pitcher, c'est un homme qui progressivement rétrécit. C'est-à-dire que suite à un événement météorologique assez étrange, en fait, de jour en jour, il commence à perdre en centimètres et à être de plus en plus petit et à être de plus en plus minuscule. Vous le voyez, là, il est de la taille d'une sorte de petite souris, mais il sera encore plus petit, il sera vraiment assez minuscule sur la fin et avec des vêtements faits de briques et de broc, mais voilà. Et tout en gardant du coup il diminue en force, il diminue également, et ça c'est un truc qui est intéressant, en volume de parole, c'est-à-dire qu'en fait les bruits lui semblent hyper forts, et à côté lui quand il parle, quand il hurle, personne ne l'entend, et ça c'est quelque chose qui est, je trouve assez intéressant d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait très progressivement. Et alors moi j'avoue que j'y allais avec beaucoup d'attentes parce que moi je me suis dit effectivement toute la DA notamment qu'on retrouvait dans les affiches promotionnelles, parce que ça aussi j'ai oublié de le préciser, mais c'est un remake d'un film des années 50 dans toute cette tradition des films de monstres type l'invasion de l'araignée géante, enfin des jeux de taille en fait tout simplement de l'époque des années 50 60 dans les films d'exploitation, notamment du coup L'Homme qui rétrécit également, qui du coup le pitch pareil est dans le film et le pitch d'ailleurs est dans le titre. Bah oui, mine de rien la mouche est un peu le grand représentant de tout ça, même s'il est plus accepté, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que la vision des films de cette période-là, d'exploitation un petit peu, est vue comme effectivement des sous-films entre guillemets, des films vraiment popcorn entre guillemets, des films vraiment qui sont là juste pour vendre des places de cinéma où il n'y a pas tellement de passion derrière, etc. Alors qu'à côté, La Mouche par exemple a beaucoup plus monté en grade, notamment parce que c'est Cronenberg, qu'il a une carrière après, tout ça, même si sa carrière a beaucoup commencé grâce à La Mouche, et en vrai du coup ces films d'exploitation sont pas non plus très très bien vus, donc je me dis c'est un peu étrange de se dire on va prendre un film d'exploitation un peu bizarre comme L'Homme qui rétrécit, enfin un film qui est vu comme kitsch aujourd'hui. Si je dis film d'exploitation, c'est surtout pour dire c'est des films qui sont aujourd'hui vus un peu comme kitsch,
C'est-à-dire vraiment des films où on se dit aujourd'hui on ne pourrait plus les faire, c'est vraiment des films très anciens. Ah, le film original, pas le Cronenberg, pardon, Fanes Manes. Mais c'est vrai, voilà, Cronenberg qui joue beaucoup dans cette frontière entre les genres, parce que ça reste aussi souvent des films de genre, hein, ces films d'exploitation là, mais des films aussi d'une grande sincérité. Et moi du coup j'attendais cet homme qui rétrécit, je voyais la bande-annonce et je me suis dit en vrai, il y a moyen de faire quelque chose aussi d'assez pertinent en termes de sincérité. Moi vous savez c'est ce que je recherche toujours hein, au cinéma, c'est de la sincérité, j'en ai marre des films second degré, un peu bébêtes, etc. Et je pense que voilà, un film comme ça peut être grande source de sincérité, et effectivement, on retrouve un petit peu quand même tout ça, mais en fait je trouve que le problème de l'homme qui rétrécit, c'est que il y a trop vraiment, enfin il essaye un peu de plaire à tout le monde, et du coup il plaît pas tellement à grand monde, et, euh, et en fait il essaye d'être beaucoup de choses en même temps, et il va jamais vraiment dans une direction. Il y a beaucoup de choses bien dans l'homme qui rétrécit, il y a beaucoup de moments vraiment magnifiques, il y a beaucoup de moments où en fait dans la mise en scène je me dis ok là il se passe quelque chose, et en fait typiquement ce que j'ai adoré c'est que il y a un côté très ludique en fait dans toutes les situations dans lesquelles il rentre. Typiquement il y a un moment où il va faire un combat au sabre au-dessus presque comme un pirate au-dessus d'une planche en bois, contre une araignée. Et en fait les jeux d'échelle, les jeux de valeur, il y a aussi quelque chose de très ludique dans le sens où le film va constamment user et presque abuser du montage interdit en montrant en fait deux personnages et ensuite en les montrant dans le même plan pour qu'on puisse capter l'échelle de plan. Et en fait pendant un moment on est un peu dans le flou, on se dit ok bah du coup j'arrive pas trop à capter quelle est, si l'araignée est immense par rapport à lui, si l'araignée est toute petite, mais j'imagine que du coup c'est à peu près comme ça, etc. Et en fait après tu les vois dans le même plan, tu dis oula putain je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros, tout ça. Donc il y a vraiment des effets où c'est super chouette à ce niveau là. Le problème c'est que ce que je mentionne ici ça arrive plutôt sur le dernier tiers, mine de rien, sur la deuxième moitié même plutôt du film, parce qu'en fait le problème principal que j'aurais avec le film c'est que il est long, enfin il est lent surtout au début. La situation initiale met beaucoup trop de temps avant de se mettre en place. Avec un pitch comme ça on pourrait se dire bah, est-ce qu'il y a tant d'intérêt que ça de développer tous les personnages autour, tous les personnages secondaires, on développe, et en même temps on ressent pas tellement qu'ils soient développés, on ressent pas tellement qu'ils soient, que ça soit des personnages intéressants non plus, et je trouve que il y a un vrai souci de développement, parce que je trouve vraiment le début très long, avant de mettre en place justement ce rétrécissement, et où en fait bah, il y a beaucoup d'aspects, on ne sait, typiquement Jean Dujardin va à son boulot. Il bosse dans un truc de métallurgie, de bois, etc. Je sais pas trop. À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert de passer vraiment? Parce qu'on passe peut-être 5-6 minutes dans son atelier, etc. Lui, il gère les finances, je sais pas trop quoi. À quoi ça sert d'avoir ce genre de décor-là, d'avoir ce genre de situation-là? Moi, j'avais l'impression que dans un film comme ça, faudrait même le baser sur le huis clos, finalement, quand même. Mais oui, c'est vrai que c'est le deuxième film de Jean Dujardin où il rétrécit en plus avec Un homme à la hauteur, ou avec rétrécissement numérique. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner également, hein, l'homme qui rétrécit, les effets spéciaux sont très bien faits. Très bien faits. Vraiment, j'y crois à tout moment. Il y a peut-être quelques petits plans où je me dis, ah, pas terrible ici, mais bon, c'est pas si grave que ça. Et surtout, alors, moi je le mentionnais aussi au début, mais il y a un vrai travail sur le son que j'ai adoré, notamment, 3 avec président, c'est vrai, notamment sur effectivement cette avalanche de son, et c'est en ça aussi où je me dis, le début il est peut-être pas mal aussi à ce niveau-là, c'est que, en fait, tout le début, il y a du son constamment. Ce qui est appuyé d'ailleurs par un effet que je trouve assez, que je déteste personnellement, c'est pareil, un effet de style que je déteste, c'est la voix off. Et en fait, au début, il y en a énormément, mais vraiment énormément. Tu passes pas une minute sans au moins une phrase en voix off. En plus, pour faire du sort de philosophico, des phrases philosophiques générales sur la vie, etc. Et moi, j'entends le côté où, comment dire, le, le côté où, effectivement, du coup, toutes les interviews avec Léa Salamé qui disait c'est une leçon de vie, oui, en fait, parce qu'il y a 50 voix off qui te font que te dire quand la vie te balance des poires, il faut vraiment que tu te relèves, etc. Des trucs du genre. Ah, pourquoi tu détestes la voix off? En fait, je trouve que c'est un outil de cinéphile
qui, quand il est maîtrisé, quand c'est voilà, quand c'est un style, comme chez Jeunet, comme j'ai plein de gens qui manient super bien la voix off, qui essayent vraiment de créer quelque chose. Je sais que ça m'avait beaucoup marqué également dans Je tue elle de Chantal Akerman, où je trouve que vraiment c'était la voix off pour le coup disait quelque chose. Mais là, si c'est pour rajouter un truc qui aurait pu être, enfin, qui aurait pu être ressenti ailleurs et qui aurait pu passer par autre chose, ah, j'aime pas trop quoi. Et oui, je suis aussi de l'école Chaudontel, même si encore une fois, la voix off ça peut être bien. Dans Amélie Poulain, c'est super, mais parce que la voix off est articulée autour du film. Enfin, on ne pourrait pas faire ce film sans la voix off en fait, c'est ça le truc. Tant qu'on ne peut pas faire le film sans la voix off, je comprends pourquoi on met la voix off. Maintenant, le truc c'est quand même que là, les voix off, à quoi elles servent en fait. Et je suis pas dans une vision non plus utilitariste de dire il faut que tout serve dans le film, tout ça. Mais en fait, on est face à un film qui quand même est assez ludique. Encore une fois, moi ce que j'aime bien quand même dans le film pour rattraper un petit peu par rapport à ce genre de défaut-là, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que je faisais que osciller entre qualité et défaut. Je trouve qu'en fait, il y a un vrai côté où comment dire, il y a une vraie patte un peu Pixar en fait dans le film que j'ai plutôt kiffé. En fait, ça m'a fait penser dans une certaine mesure à dans un condamné à mort s'est échappé de Bresson. La voix off, elle est nécessaire dans son intrigue, elle est nécessaire dans ce qu'il essaye de faire, elle est nécessaire dans tout ce qu'il fait. Dans Life of Chuck, à quoi sert la voix off? Enfin vraiment, dans Life of Chuck, à quoi ça sert? Dans les films de la nouvelle vague, généralement la voix off, elle a quand même un sens, elle essaye quand même de dire quelque chose. Mais voilà. Mais typiquement, là, je disais, ouais, il y a un vrai côté quand même Pixar au film que j'ai vraiment, vraiment adoré à ce niveau-là. C'est qu'en fait, ça m'a beaucoup fait penser à un autre film qui est sorti il y a quelques années, qui, pareil, avait des grandes ambitions aussi, qui était Le Prince oublié de Hazanavicius avec Omar Sy. En fait, deux films qui ont des grandes ambitions au niveau des effets spéciaux et qui essayent vraiment de ramener des stars connues à l'international, potentiellement pour se vendre à l'international. Je sais pas trop le business model entre guillemets de l'homme qui rétrécit, mais on parle d'Arco juste après. Mais vraiment, je me suis dit, ok, là ça me fait beaucoup penser à Pixar, tout comme effectivement Le Prince oublié me faisait penser à vice versa. Et là, on retrouve des situations qui font penser, notamment dans les utilisations des objets du quotidien, à du Toy Story, mais même aussi dans un côté où le personnage, il y aura toute une partie, notamment toute la deuxième partie quasiment, où il n'y a pas de voix off, il y a pas de, le personnage ne parle à personne en fait parce qu'il est trop petit et qu'il arrive à parler à personne. Et là je me suis dit ok, mais ça fait très Wall-E en fait, on est presque face à une sorte de film muet. Finalement, et on est presque, enfin en tout cas de film sans parole quelque part, et moi ça j'adore en fait, je trouve qu'il y a une vraie patte là-dessus, mais encore une fois c'est parasité par tout le début du film où il n'y a pas grand chose, enfin où c'est un peu trop classique, où en fait on sait exactement, on voit un film qui s'appelle L'homme qui rétrécit, où c'est écrit dès le début L'homme qui rétrécit, on se dit ok, bon, il va rétrécir. Je sais exactement ce qui va se passer. J'ai pas besoin qu'on passe 20 minutes à me dire, ah, progressivement, il rétrécit, etc. Non, je sais déjà qu'il va rétrécir, en fait. Donc, c'est vraiment, je ne comprends pas pourquoi ça passe autant de temps, en fait, au début. Et je trouve que c'est même assez gênant, en fait, finalement. Le film original est muet. Je crois que, non, c'est 57, il doit être parlant, quand même. Mais effectivement, je vois qu'il y a une vraie patte, et il y a vraiment beaucoup d'inventivité dans les scènes. Je voyais Rofotop qui du coup a travaillé sur les décors, mine de rien, bravo à toi. La technologie pour filmer dans la cave, c'était des caméras coordonnées dans un décor taille 1:1 et dans un décor 1 dixième, genre c'était fou. Mais c'est dingue ça. Et moi je vois ce genre de truc là, et effectivement je me dis mais waouh, effectivement c'est assez dingue en termes même d'exploitation d'objets. Alors, en termes de décor, en termes d'accessoires également. Moi, je trouve que les accessoires, c'est vraiment, vraiment le cœur du film. Et je trouve que tous les petits accessoires, typiquement, à un moment, il est très petit. Et il y a attendez, un bouchon de bouteille. Ah, putain, les nouveaux bouchons de bouteille des wok. mais il y a un bouchon de bouteille et ça lui sert de casserole, quoi. Vraiment, enfin, c'est vraiment assez dingue. Tout était construit en x10, c'était trop marrant. Mais ce que j'adore, c'est vraiment ce côté où il y a des vrais décors réels, on sent la tangibilité, on sent que c'est tangible en fait, et on sent vraiment que les décors sont faits réellement dans un vrai décor, dans quelque chose comme ça, les chaises qui font 5 mètres, mais oui voilà, et on sent vraiment qu'il y a quelque chose, et on sent que même s'il y a des effets spéciaux qui se voient, où ça se voit que c'est des VFX, il y a une araignée en 3D, évidemment que c'est une araignée en 3D, ils vont pas construire un animatronique géant, même si ça aurait été ultra basé bien sûr,
mais on sent ça. Et à côté, c'est contrebalancé par le fait que le film, même s'il est très fun, il est très ludique, moi j'adore, hein, j'adore le fait que ce soit ultra ludique. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Et en fait, j'ai l'impression qu'il se rattache à une sorte de message philosophique, vraiment sur la vie, sur le sens de la vie, sur tout ce qui se passe, alors qu'en vrai, ça pourrait juste être un film fun, en fait. Et moi, je vous avoue, ça m'a même fait penser un peu à tout ce qui est Elevated Horror, etc., comme Together l'a sorti récemment, où ça essaye de faire un film un peu élevé au-dessus des autres, qui essaye de se vendre, de péter un peu plus haut que son cul, alors qu'en vrai, juste, c'est un concept fun, et puis voilà. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est vraiment un film qui a été parasité par des producteurs qui voulaient que ce soit un film profond, etc. C'est Universal, qui produit le film. Universal, je crois qu'ils produisent 1 ou 2 films par an, hein. C'est vraiment très très peu, en France en tout cas. Et donc c'est vraiment très très peu. Et en fait, je pense qu'ils voulaient se dire, là on veut faire un gros film, un gros carton, un gros chef-d'œuvre. Et donc en voulant faire un chef-d'œuvre, ils ont oublié que le film de base, le concept de base, c'est juste un homme qui rétrécit. Et il n'y a rien d'autre, quoi. Enfin, vraiment, il n'y a rien d'autre que ça. Et je trouve qu'à ce niveau-là, le concept, il est pas non plus très, très... Enfin, il est poussé, il est vraiment poussé. Mais quelque part, je me demande si... Enfin, pourquoi est-ce qu'il est poussé aussi loin Enfin, comment dire? Pourquoi est-ce qu'il est poussé aussi loin? Ça, c'est trop chouette. Mais est-ce qu'ils auraient pas pu, même, limite, encore plus le pousser loin? Parce que, pareil, la fin, sans trop en dire, je me suis dit, ah, ok, c'est fini ici. D'accord, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Encore une fois, c'est des scènes chouettes. Et moi, j'étais dans une salle, en plus, il y avait un peu tout type de monde. Et tout le monde avait l'air de plutôt adorer le film. Donc je me suis dit, bah trop bien. Quand même trop bien de voir que tout le monde adore ce genre de film-là, adore ce genre de proposition-là. Tout le monde est sorti en mode, ah, quand même passé un bon moment. Et encore une fois, la réal est vraiment chouette. La réal, enfin, il y a constamment des jeux de plongée contre plongée, de jeux avec la taille, etc. Ça, c'est trop bien. Gros bémol également que j'ai pas trop aimé, la musique. Alors, je suis pas un grand fan des compos d'Alexandre Desplat. Je trouve qu'à chaque fois, c'est plat, comme dit son nom. Enfin, c'est vraiment... oui, super, t'as un orchestre. Voilà. Qu'est-ce que tu en fais? Finalement, c'est pas ce qui m'intéresse en fait dans, dans ce genre de film là. C'était déjà un peu la même critique que je pourrais faire à La plus précieuse des marchandises. C'était c'est triste donc on sort les violons quoi. C'est vif donc on sort les percussions. Enfin, c'est vraiment très classique à chaque fois. Il n'y a pas trop d'inventivité dans les compos d'Alexandre Desplat. Et surtout, c'est surutilisé en fait à chaque fois. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, ça me faisait chier. Et je trouve que voilà, c'est vraiment de la musique pour habiller un fond sonore quoi. Mais moi, je mets de la lofi en fond sur mes lives. Oui, c'est pour habiller mon fond sonore quand je parle. Mais bon, on s'en fout que ça soit... enfin, voilà, quoi, on s'en fout. Et là, j'ai l'impression que Desplat, il s'est pris pour plus haut que son cul. Enfin, vraiment, moi, j'aime pas du tout les compos de Desplat. Et je trouve qu'à ce niveau-là, sa BO dans Jurassic Park Rebirth est vraiment... Oui, voilà. Enfin, ces BO, globalement, je trouve qu'elles sont pas très bonnes. Chez Wes Anderson, il se débrouille bien. Je pense parce que Wes Anderson a quand même une vision plus... carrée de ce qu'il veut faire à chaque fois dans ses BO. Et là, ça sent que c'est vraiment... Enfin, c'est presque quand même, j'ai l'impression que c'est du remplissage, j'ai l'impression que c'est de la temp music constamment quoi. Moi c'est aussi un truc qui m'a vraiment déçu, hein, c'est que encore une fois, si le concept c'est qu'au début il y a beaucoup de bruit, énormément de bruit, énormément de trucs qui se passent au niveau sonore, etc. Pourquoi est-ce que sur la fin ça continue en fait la musique, d'avoir tout le temps de la musique Enfin encore une fois, il y a un problème à ce niveau-là quoi. Et voilà, et les rapports d'échelle. En fait ce que j'aime bien aussi c'est tout simplement que le film, à plusieurs moments, il y a des ellipses de jour. D'ailleurs, c'est très drôle parce que les ellipses de jour, c'est écrit avec le jour qui est de plus en plus petit. À la fin, on dirait les tests quand vous êtes... Enfin, c'est vraiment minuscule dans l'écran. C'est pour ça que c'est vraiment, je pense, à voir au cinéma aussi. C'est que déjà, tous les rapports d'échelle au cinéma, c'est immanquable par rapport à chez vous, à la télé ou sur votre ordi. Mais surtout, ce que j'aimais bien, c'est que il y avait beaucoup d'ellipses en fait dans le temps et où on retrouvait le personnage qui était tout petit. Et encore une fois, on apprenait à redécouvrir la taille des choses. On apprenait à voir, du coup, on voit un plan et on se dit, oh là, à quel point est-ce qu'il sera plus petit maintenant en fait finalement? Est-ce qu'il a vraiment diminué énormément en taille? Est-ce qu'il est un peu plus grand? Est-ce qu'il est un peu plus grand que ce que je pense, etc. Et que juste il a un poil diminué? Mais en fait, voir ce truc qui est inéluctable, qui est irréparable, qui est impossible, sa voix ne devient pas de plus en plus aiguë, non, on se met à son échelle. C'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on se met à son échelle. Donc, quand il y a des gens qui arrivent, ils ont des voix un poil plus graves, généralement, et ils ont surtout enfin, ils marchent quelque part, et ça, c'est assourdissant, clairement.
Et je trouve que c'est vraiment chouette à ce niveau-là. Et pour la fin, les gens, vous irez voir le film. Enfin, vraiment, vous irez voir le film. Moi, je pensais à un truc qui se passera à la fin. Finalement, il se passe pas ça. Et je trouve la fin un petit peu décevante, même. Mais en soi, enfin, c'est aussi un film sur une sorte de disparition progressive qui est assez. Enfin, je comprends le côté philosophique. Mais pour moi, il y a plus un côté métaphysique à tout ça. Et d'explorer le corps et d'explorer c'est quoi d'avoir un corps. Est-ce qu'on est défini par notre propre corps, etc. Et ça, là-dessus, je trouve que le film, il est pas non plus génial dans le rapport au corps, dans le rapport à tout ce qui entoure notre enveloppe charnelle, etc. Je trouve que c'est pas dingue. Donc c'est un petit peu même une déception. Je sais pas pourquoi c'est parti sur un angle philosophique du rapport de l'humanité, alors que ça pourrait vraiment partir un rapport à la chair, en fait, tout simplement au corps. Et en plus rester quand même dans un angle très film d'exploitation. Mais bon, ça a pas voulu rentrer là-dedans, je trouve ça un petit peu dommage. Encore une fois, moi je l'ai vu il y a quelques heures et je trouve ça dommage en fait, parce que j'avais un petit peu d'attente. Je pense que ça aurait pu être vraiment un très grand film, mais bon, c'est vraiment pas le film de l'année, mais c'est quand même sympa. C'est quand même un bon moment. Je peux quand même au moins dire ça, c'est que c'est quand même un bon moment, mais ça sent. J'avais vu des critiques qui disaient que, en gros, avant les projections presse, il y avait très peu de voix off et qu'en fait ils en ont rajouté progressivement. Et je pense qu'effectivement c'est un problème d'avoir rajouté autant de voix off et que là il y en a clairement beaucoup trop. Et à chaque fois qu'une voix off se lançait, j'étais là. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Clairement, j'en avais un petit peu marre, quoi. Et mais quand même, c'est un petit peu sympa. Je pense que voilà, en watch party entre potes, c'est cool. C'est pas un très grand film parce que c'est méta, il est tout petit. Voilà, c'est finalement un film de taille moyenne. C'est un peu, c'est presque le plus gros reproche qu'on pourrait lui faire, c'est de dire c'est un film de taille moyenne. Dommage, dommage. Je m'attendais à un film qui ne rétrécissait pas progressivement dans ce qu'il essayait de faire. Dommage. Heureusement, j'ai vu également un très bon film. Très très bon film, même si j'ai peut-être des petits reproches à faire. Mais très très bon film du coup. Argo de Hugo Bienvenu. Premier film d'un réalisateur et c'est direct du coup le Cristal à Annecy. Donc c'est quand même très très prometteur. Alors Argo, ça raconte l'histoire donc d'un personnage. On sait pas exactement d'où il vient au début. On voit un peu l'endroit, enfin là d'où il vient exactement, mais on sait pas exactement c'est quoi là d'où il vient. Est-ce que c'est un autre monde? Est-ce que c'est une autre temporalité? Est-ce que c'est un univers parallèle? On sait pas trop. C'est quelqu'un qui vient du coup dans notre monde qui est dans le futur de 2075, un truc du genre, et qui en fait en s'envolant peut traverser effectivement les dimensions, les époques, on sait pas trop, et il essaye du coup de retourner chez lui. Et pour ça, il faut soit qu'il fasse beau et moche en même temps, un truc beau et moche en même temps, je sais plus trop, soit qu'il retrouve en fait le prisme qui sur son collier, sur sa tête, pour pouvoir s'envoler. Et en fait, il a besoin de s'envoler, il a besoin vraiment d'aller d'aller rejoindre le ciel, puisque bah vous voyez, il a une combinaison arc-en-ciel et donc il a besoin de devenir cet arc-en-ciel là. Alors je trouve que c'est un film vraiment, il démarre avec une force que j'ai très rarement vue dans un film d'animation. C'est-à-dire que généralement le début c'est fait pour être plutôt calme, introduire des personnages, etc. Et là en fait il commence et je crois qu'au bout de peut-être 3 minutes, quelque chose du genre, le personnage se met à s'envoler et là j'étais scotché dans mon siège. Je ne sais pas exactement à cause de quoi. À cause de quoi j'étais vraiment aussi bouleversé par ce que je voyais, mais clairement moi ce que je voyais, je me disais mais waouh, c'est assez dingue quoi. Je pense que c'est un mix entre vraiment l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle également, les plans, tout ce qui se passait, mais tout colle à la perfection. La première scène de vol, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Et en fait presque un petit peu le problème, c'est que le film va constamment chasser cette scène de vol là. Le film va constamment chasser cette scène en fait qui est vraiment dans également ce qui colle à l'intrigue, puisque le personnage veut de toute manière se renvoler, veut de toute manière voler à nouveau. Donc évidemment ça colle à l'intrigue que de vouloir chasser cette scène là et en fait d'avoir après ça une mise en scène pour le coup un peu plus classique, un peu plus normale, j'ai envie de dire. Mais en fait le film va constamment essayer de retrouver cette hauteur en fait, si j'ai envie de dire, et de retrouver, et en fait dans son rythme je trouve que ça se ressent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on sent que cette hauteur est en train de revenir, etc. Et sur la fin évidemment il y a une explosion à ce niveau là, mais le film va constamment chasser cette scène là qui est absolument magnifique, qui est à la fin du trailer, qui je trouve qui est du coup au tout début du film.
et qui je trouve rentre vraiment dans quelque chose de merveilleux en fait, et d'un émerveillement en fait tout simplement de la part de tous les personnages et de la part de tout ce qui se passe, où vraiment on sent que il y a, enfin on sent qu'on a envie de s'envoler avec eux. Enfin, j'ai rarement autant senti la sensation de s'envoler devant un film que, je sais pas, devant le premier Superman ou un truc du genre, quoi. Ou Spider-Verse, les scènes de voltige qui sont vraiment ultra impressionnantes. Moi, je le comparais à ce genre de film-là, parce que clairement, la sensation de vol, il y a un mix d'animation absolument brillante, glorieuse, hein, vraiment. Oui, non, mais le trailer qu'il vend en mode la rencontre entre E.T. et Miyazaki. Oui, bon, je vois le E.T., à la limite, le Miyazaki, c'est vraiment juste parce que c'est des dessins animés hein, que vous dites ça. Enfin, vraiment, il n'y a même pas tellement un rapport à la nature, ni un rapport à la lenteur, en fait, dans ce film-là. Je trouve que c'est pas non plus ultra riche de ce côté-là. Enfin, c'est purement, moi, je le rapprocherais plus pour le coup de Mars Express. Je dirais, et c'est pas une critique de Mars Express, justement, c'est normal que ce soit comme ça, c'est Mars Express avec un cœur. C'est-à-dire qu'il y a un côté où dans les robots, parce que du coup, en arrivant dans notre époque, même si c'est un peu plus le futur, bah, il y a des robots un petit peu de partout qui font office de parents, etc. Ça, c'est un truc qui est sympa. En fait, c'est des brins de lore qui sont vraiment cool. Parce que, en fait, moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est que on a deux univers, du coup, de science-fiction, radicalement différents, avec des visions très différentes. Et, en fait, ce que je trouve impressionnant, c'est que même si nous, on peut être assez époustouflé par toute la technologie qu'on voit dans ce futur-là, bah, en fait, pour eux, c'est quelque chose d'assez banal. Et, en fait, l'époque n'a absolument pas changé. Et les paradigmes de notre époque n'ont absolument pas changé. Et je trouve que c'est vraiment très très bon, un très très beau message à ce niveau-là sur l'émerveillement qu'on peut avoir face à la technologie, face aux nouveautés, face au progrès, de se dire qu'effectivement, oui, c'est un avancement en avant, mais bah, en fait, tout n'est pas tout rose. Et ça, là-dessus, je trouve que le message est vraiment génial à ce niveau-là. Et je trouve que pour un film d'animation qui dure, je crois, 1h30, quelque chose du genre, putain, je sais pas c'est quoi le budget, mais c'est impressionnant visuellement hein, de tenir autant une beauté pareille tout du long, avec des décors absolument magnifiques, avec vous voyez, des jeux de lumière, des jeux vraiment de couleurs également, qui sont merveilleux. Enfin vraiment, moi je trouve que les couleurs sont particulièrement bien choisies. Et je trouve que les moments où, enfin, le film est globalement est magnifique tout du long, mais il y a les moments de voltige, forcément, il y a des moments où ça, vous voyez un petit peu dans la bande-annonce, ça fusionne un peu au niveau de l'arc-en-ciel, etc. Je trouve qu'à ce niveau-là, enfin, la gestion des couleurs est absolument prodigieuse. Et personnellement, c'est écrit par Combini. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais c'est une critique du progrès vu la modernité qui empêche l'humain de voir les conséquences négatives de celui-ci. Pas nécessairement comme ça, hein, vraiment, non, c'est pas une critique du progrès, c'est vraiment juste une critique du fait que les choses pourraient constamment être mieux, ça évidemment, et il y aura constamment un mal-être en fait, il y aura constamment un mal-être qui va exister. Maintenant, effectivement, on peut que aller de l'avant, en fait. On peut que aller de l'avant, on peut que aller vers le lendemain, vers demain, vers le futur, en fait. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est plus c'est même pas une critique du progrès, c'est plus une critique du doomisme, en fait. Ah, la rencontre entre E.T. et Miyazaki, ok, oui, oui, pardon. Oui, bah, ils étaient pas très inspirés. mais clairement, pour moi, ce que je ressens beaucoup devant le film, c'est vraiment ce sentiment, enfin, qu'il ne faut pas nécessairement être nostalgique d'une ancienne époque, que évidemment avant il y avait des trucs qui étaient chouettes, mais dans le futur il ne reste qu'à nous de l'écrire. Merci beaucoup Nanachitos pour le sub, merci énormément, ça aide beaucoup. Mais clairement pour moi, enfin c'est vraiment un très très bon film. Et alors, je suis un connard, hein. Je parle ici très souvent de VS, je parle ici très souvent de doublage, etc. Et alors moi je suis allé dans le film sans savoir grand chose, et je vois le générique de fin, déjà je vois produit par Nathalie Portman, je dis ok, et, et ensuite je vois le casting vocal et je me dis comment ça se fait que je les ai pas reconnus, parce que dans le casting vocal du coup, alors casting vocal très bizarre qui mélange Alma Jodorowsky, donc la petite fille d'Alexandro Jodorowsky, et Oxmo Puccino. Très bien. Et à côté, notamment, c'est les trois. Parce que du coup, il y a aussi ça, pareil, c'est une sous-intrigue, mais qui rejoint un petit peu l'intrigue principale. Et, et enfin, ce que je trouve absolument fou, c'est que du coup, cette sous-intrigue-là,
c'est en fait 3 personnages qui essayent de retrouver si, s'il y a effectivement ce phénomène de gens qui peuvent traverser les époques, les dimensions, on sait pas trop, et qui sont obsédés par ça et qui font une sorte de fan club obsédé par ça. Et en fait, ces 3 oiseaux-là, alors ils sont très drôles, c'est vraiment les comic relief hein, du film. Ils sont doublés, si je me trompe pas, par Vincent Macaigne, Louis Garrel et William Legbill. Donc qui ont quand même des voix reconnaissables. Moi j'adore ces acteurs-là en plus, vraiment les 3 je les adore. Un peu moins peut-être Louis Garrel par moment. Mais je me dis, mais comment c'est possible que je les ai pas reconnus? Pareil, le robot qui est joué par Swan Arlo. Comment c'est possible quoi? Merci beaucoup Refotop pour le sub, merci énormément. Mais le train de live en approche les gens, n'hésitez pas, prenez des subs, donnez des bits, tout ça, mais clairement moi ce trio là, je ne m'attendais pas à ne pas les reconnaître en fait, parce que vraiment je ne les ai juste pas reconnus, je les ai juste pas vus, enfin clairement je les ai juste vraiment pas du tout entendus en fait comme étant ces acteurs là. Donc je suis assez impressionné à ce niveau là, et c'est vraiment un super casting vocal, et encore une fois c'est un casting vocal qui s'adapte parfaitement à la situation. Il n'y a rien, parce que je sais que, du coup j'ai comparé un peu à Mars Express. Mars Express en soi, je comprends que les gens n'aiment pas le casting vocal et la manière de jouer des personnages. Moi j'adore, hein, personnellement, j'aime beaucoup comment ça joue, mais je comprends qu'on n'aime pas trop. On n'est pas du tout dans le même registre, on est vraiment dans un truc qui colle parfaitement aux attentes que vous pouvez avoir d'un film d'animation. Ouais, Usul en l'occurrence. Mais on est vraiment dans quelque chose qui colle parfaitement avec la patte d'un film d'animation, avec comment ça fonctionne un doublage d'animation, j'ai envie de dire, et on est et en plus dans quelque chose de créatif et qui essaye quand même de coller avec la patte du film. Donc vraiment à ce niveau-là, c'est super super chouette, et je trouve que c'est un bon film sur l'ode à la liberté, j'ai envie de dire, et l'ode au fait, enfin, c'est vraiment un film de wokiste aussi, hein, bien sûr, hein. Ça, évidemment, à bien des égards, et quand même, j'aurais à la limite des petits trucs à reprocher, c'est que bah, c'est un film qui, ça se voit qu'il essaye de tenter beaucoup de choses, et qu'en fait, il traverse visuellement énormément d'endroits, et on a envie de développer plus loin certains aspects, et je sais pas s'il développe les aspects les plus intéressants de son univers, notamment le rapport à la parentalité, le rapport avec les parents du coup de l'héroïne, à quoi ils servent, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a il y a un message profond par rapport aux parents du coup de Harco, qui est le personnage principal qui traverse les époques, les dimensions, on sait pas trop. Enfin vraiment, je sais pas clairement c'était quoi, vers où il voulait aller en fait avec tout ça. Et je trouve que, enfin, je sais pas, je pense qu'il y aurait eu d'autres aspects à explorer dans cette ville-là. En tout cas, c'est relativement classique par rapport à ce que j'ai pu voir ailleurs dans la science-fiction. Parce que ça reste, mine de rien, un film de science-fiction. Et un film de science-fiction d'animation, Dieu sait que c'est dur à créer. mais clairement, moi, je trouve que c'est vraiment absolument magnifique. Et c'est un film que je vous conseille. Ça m'a pas non plus foutu la larmichette. Moi, je m'attendais à ce que ça me foute la larmichette à certains moments, parce que c'est des thèmes qui me parlent en plus sur plein d'aspects. Mais finalement, pas tant que ça. Encore une fois, la scène de début, moi j'étais ultra impressionné. Mais le reste, un peu moins, finalement. Donc bon. Après, c'est pas pour dire que c'est mauvais. Encore une fois, c'est super à ce niveau-là. C'est super chouette à voir. C'est un super film. Et je vous invite évidemment tous à le voir. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, du coup, moi, hier, j'ai regardé la petite dernière de Avi Argy. Je n'ai pas vu les films précédents de Avi Argy, donc c'est Tu m'as été un amour et je sais plus l'autre, mais c'est son 3e film, il me semble, avec du coup qui s'est fait remarquer parce qu'il a eu 2 prix assez conséquents à Cannes. Le prix de la meilleure interprétation féminine pour le personnage principal dont j'ai oublié le nom, enfin qui s'appelle, le personnage principal s'appelle Fatima, mais j'ai oublié le nom de l'actrice en l'occurrence, puisque en fait c'est une actrice toute nouvelle, je crois que c'est son premier film si je me trompe pas, donc c'est quand même assez impressionnant de faire une telle performance, ça on va en reparler. Il a eu également un autre prix, c'est la Queer Palm, la fameuse Queer Palm qui existe depuis une dizaine d'années il me semble. Et pourquoi? Bah parce que c'est un film qui va explorer les thèmes notamment de la religion, de la foi, mais également de la banlieue, de vivre en banlieue, et aussi de l'homosexualité lesbienne. On voit ce panel-là, et moi j'avoue que je vois les sujets qu'essaye de traiter le film, et je me dis, oula, ça peut être tellement casse-gueule, ça peut être tellement... ça peut être... Voilà, Nadia Ameliti, merci beaucoup, Mister HS. Mais je vois le truc où je me dis, waouh. C'est... waouh. Qu'est-ce que... Enfin, comment est-ce que ça va traiter ce thème-là? Comment est-ce que ça va
allier justement tous ces thèmes-là? Est-ce que ça va pas rentrer dans un message un peu boomer, un peu anti-progressisme, etc. Enfin, oula, j'ai vu plein de fois ce genre de film français essayer de traiter ces thèmes-là et je me demande comment ça va les traiter, quel est l'équilibre en fait que ça va essayer de trouver. Et justement, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un film justement sur cet équilibre entre tous ces thèmes. Entre les thèmes vraiment de la religion, de la foi, du fait de vivre en banlieue et de sortir de sa banlieue et en même temps de côtoyer d'autres milieux et également du coup sur le lesbianisme. Donc c'est vraiment un film très transversal sur une époque, vraiment sur un portrait d'une personne qui vit sa vie en fait et qui essaye justement de trouver cet équilibre-là et qui essaye de ne jamais faire de sacrifice en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai adoré, c'est-à-dire que le film va jamais mettre en opposition ces thèmes, le film va jamais dire ces thèmes-là, enfin il va le mettre par moment, mais c'est plus par la force des choses et par d'autres personnages extérieurs au personnage principal qui vont mettre en opposition justement tous ces thèmes-là et dire tu ne peux pas faire ci puisque tu fais ça, tu ne peux pas être lesbienne puisque tu es musulmane, tu ne peux pas, enfin voilà, et que des thèmes comme ça où alors que le film en tant que tel n'essaye jamais de mettre une opposition comme ça. L'opposition en fait elle vient par la force d'autres personnages que le personnage principal de Fatima. J'allais dire Linda parce qu'à un moment elle va sur une appli, elle s'appelle Linda si je me trompe pas. Probablement pour pas être reconnue, je sais pas trop. Mais en tout cas, je me dis oui, enfin, il y a tout pour faire un film de gauchiste, vegan, transgenre, mais qui en soi dans le fond est un peu mauvais. Et je trouve que tout est super bien géré dans ces thèmes. En tout cas, voilà, je suis pas non plus des plus concernés par tous ces thèmes-là. Je suis pas religieux, je suis pas lesbienne, je viens pas de banlieue parisienne. Donc voilà, je peux pas non plus être au fait de à quel point c'est bien fait, entre guillemets. J'ai quand même l'impression que ça raconte un récit avec ses tripes, j'ai envie de dire, vraiment. Non, elle commande pas du poulet sur l'appli où elle s'appelle Linda. J'ai ta référence poisson. Attention. Mais en tout cas, j'adore cette notion d'équilibre et je trouve que, dans cette notion d'équilibre, il y a aussi évidemment le jeu des actrices principales et surtout des actrices principales parce qu'il y a quelques acteurs qui sont tout autour mais qui sont pas les plus intéressants et qui justement vont un peu, en plus vu que c'est un récit féministe, forcer une certaine vision et dire il faut que tu fasses ça et parce que ça c'est bien pour toi, etc. Alors que justement les femmes autour de Fatima vont au contraire être ultra ouvertes et dire fais ce que tu souhaites, tout ça quoi. Et je trouve qu'à ce niveau là le film il est d'une beauté en termes des portraits de personnages qui est vraiment absolument magnifique. Et je trouve vraiment, je sais qu'à la fin de ma séance il y avait quelqu'un qui a crié chef d'œuvre et qui a applaudi et tout le monde a suivi. Et je trouve que c'est vraiment un bon représentant d'à quel point le film est excellent parce que c'est un film vraiment, qui est porté par cette actrice principale, qui est portée par Nadia Meliti, qui je trouve est vraiment, mais c'est une future star. Enfin vraiment, je ne vois pas comment ça peut pas être une future star parce que il y a vraiment quelque chose où je trouve qu'elle je comprends même pas comment elle joue. Je comprends même pas comment elle arrive à sortir tout ça d'elle sur des petites phrases comme ça avec vraiment les larmes qui coulent très naturellement. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Alors que juste, visiblement, en plus, elle a pas une formation d'actrice. Vraiment, je ne comprends pas comment c'est possible, en fait. Je comprends pas. Perso, ça m'a rappelé mes débuts de jeune gay qui se cherche. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup un film qui se cherche. En fait, c'est pour ça que pour moi, c'est là où c'est un grand film, c'est que c'est pas un film à prendre juste avec des petits bouts, des petites scènes comme ça. Si on prend juste la scène avec l'imam, on se dit waouh, le film est désastreux. Mais si on prend tout le film en entier, on se dit waouh. Mais en fait, même la scène avec l'imam, elle est un peu. Elle rentre dedans en fait, elle rentre dans un corpus. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est assez dingue de faire un film qui se tient de bout en bout. C'est pas juste un enchaînement de scènes, un peu qui essaye de rentrer dans des problématiques propres à chaque thème, etc. Et qu'en fait, ça lie tout. La liaison entre les scènes est vraiment très très impressionnante à ce niveau-là. Et je trouve aussi, d'ailleurs, parce que là, comme ça peut paraître un film assez sérieux, il y a des scènes très drôles. Notamment la scène du souffle, pour ceux qui l'ont vu. La scène du souffle avec le jeu. Je n'ai jamais vu une scène qui ne raconte aucune blague être aussi drôle, mais volontairement hein, quand même, mais vraiment où il y a aucune blague qui est dite, juste toute la situation est tellement absurde, tellement
bouffonne, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, il y a un truc de l'ordre du clownesque, quoi, quelque part, dans tout ce qui se passe. Et je trouve qu'il y a plein de moments comme ça, un peu drôles, un peu légers aussi, hein, bien sûr. Ça reste un film relativement léger, malgré les thèmes très profonds qu'il essaye dans lesquels il essaie de rentrer. Du moins, voilà, encore une fois, il y a une fluidité. En fait, c'est ça qui. C'est le premier mot qui m'a marqué quand je suis sorti du film, c'était de me dire, il y a une fluidité dans tout ce qui se passe. Il y a une fluidité dans les tons employés. On peut passer du rire aux larmes en quelques minutes. On peut passer vraiment de scènes qui parlent de tel thème très profondément à une scène qui parle d'un autre thème qui semble radicalement opposé d'un coup. Je sais qu'il y a eu des critiques aussi sur la représentation de la dépression, parce qu'il y a une représentation de la dépression de la part d'un des personnages, et je sais qu'il y a des gens qui disaient waouh, le portrait il est vraiment caricatural, etc. Et moi justement je me dis mais non, c'est parce qu'on est du point de vue du coup de Fatima qu'on voit la dépression comme ça, qu'on voit la dépression un peu de loin mais en même temps on accepte, et que parce qu'on n'a pas forcément vécu ça, on voit ce truc tomber. Même moi je me suis reconnu dans ce genre de portrait là. Enfin, c'est un film que je trouve pour un thème qui est si précis, même moi ça m'a touché, alors que j'ai vraiment pas du tout le même vécu que le personnage de Fatima, mais même moi ça m'a touché. Je me suis dit mais waouh, c'est quand même assez dingue. Il suffit d'avoir un petit peu de vécu pour être touché par le film, comprendre tout ce qui se passe, comprendre toutes les situations, avoir vécu des situations même similaires par moment, malgré qu'on ne soit pas exactement la même personne. Et je trouve que en ça c'est vraiment extrêmement fort, et je trouve que c'est vraiment un film très très puissant, très puissant. Il y a, voilà, comme d'habitude, peut-être quelques scènes où je me dis, ok, mais pareil, il y a des scènes où je me dis, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, quelque part. Mais je pense que c'est un film qui est bien plus riche et bien plus profond qu'un simple visionnage le laisserait paraître, quoi. Et toujours avec une photo qui est très belle, qui convient très bien, une superbe réal qui reste très proche des acteurs, avec cette petite caméra épaule constante. Enfin, vraiment, c'est super chouette. Moi, voilà, ça m'a aussi donné un peu envie de lire le livre. Ça peut être très très sympa. Et je trouve que, ouais, enfin, c'est vraiment un film que je vous conseille. Je pense que c'est quand même le film que je conseillerais en priorité cette semaine, avec Arco aussi. Encore une fois, semaine très très riche, et je trouve que la petite dernière ne démérite pas parce que ça reste un, je sais pas si c'est je sais pas encore si c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est un film qu'il faut aussi laisser maturer, bien sûr. Certains radicaux le trouveront quelques trucs comme l'imam, l'âge entre les deux persos, mais vas-y. Mais même ça, en fait, le truc c'est que même ça, la scène de l'imam, encore une fois, la scène, globalement, c'est une scène qui arrive plus ou moins vers la fin, mais c'est pas non plus très très grave de la spoiler. C'est juste Fatima, du coup, qui va à un imam et qui dit, ah, alors, admettons que j'ai une pote qui soit lesbienne. Genre, voilà. Est-ce que c'est grave, en fait? Et l'imam qui lui dit, alors, il faut que ta pote se retourne vers Dieu, tout ça. Et elle qui se met à pleurer, forcément, parce qu'elle se dit, en fait, je peux pas lier les deux, je peux pas lier mes deux vies, entre guillemets. Et d'ailleurs, ça, c'est une scène qui arrive à un moment où, en fait, globalement, il y a toujours une sorte de passerelle, une sorte de pont entre les scènes qui lient le rapport à l'islam et le rapport au lesbianisme. Et là, c'est une scène qui arrive très brutalement, brut de décoffrage, et où je crois, t'as un truc genre un baiser lesbien, et juste après, t'as la mosquée. Donc vraiment, c'est très brutal comme coupe. Mais en fait, c'est pour lier les deux, et c'est pour aussi montrer que c'est possible de lier les deux, et que c'est possible que ça soit pas non plus si brutal que ça dans le cadre d'un film. Mais en même temps, effectivement, la scène, moi, évidemment qu'elle dit quelque chose. Évidemment qu'il y a des gens qui sont assez rigoristes en islam et qui disent, bah oui, tu peux pas être homosexuel. Tout comme, je veux dire, il y a plein de musulmans qui mangent du porc ou qui boivent de la bière, évidemment. Mais à côté, c'est la différence d'âge dans le couple. En vrai, je peux la comprendre quand t'es un jeune queer, un jeune queer ou une jeune queer qui se cherche. Tu te rattaches à ceux qui ont de l'expérience ou avec de la maturité pour aller plus loin qu'un simple coup d'un soir. Bah oui, enfin, moi, ce que je vois de la part de portraits de personnes queer autour de moi, c'est que oui, il y a toujours eu des rapports d'âge. Évidemment, c'est à re-questionner, mais il y a toujours eu des rapports d'âge, même 18-40 ans, quoi. Enfin, pas forcément sur des premières relations, mais plutôt sur des coups d'un soir pour entre guillemets apprendre. Mais même là, enfin, je me suis pas dit qu'il y avait un problème de différence d'âge dans ce film-là. Ah oui, pardon, avec l'autre personnage. Je pensais avec le personnage de Ninja, si je me trompe pas. Non, c'est pas Gianni, pardon. mais mais oui, moi je comprends tout à fait. Enfin, je trouve ça assez réaliste, et de toute manière, on voit que la relation n'est pas faite non plus pour durer.
Donc on voit quand même que la relation n'est... Et pareil, le personnage dans la voiture, bah, justement, elle est là pour apprendre dans ce cadre-là, donc je vois pas tellement non plus de soucis avec cette scène-là. Je vois justement un moment d'apprentissage, un moment d'échange, en fait, tout simplement, entre, 2 personnages et où, bah, là où le personnage à côté dit: «Est-ce qu'on peut s'embrasser?» L'autre dit: «Non, non, non, je veux juste apprendre un peu». Bah, oui, c'est un truc de transmission, mais tout comme, enfin, en fait, c'est juste que ça aurait pu être une scène, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait plus été des scènes sur des forums, en fait, tout simplement, sur des conversations, mais que, bah, va animer enfin, va, mettre en scène une scène sur un forum, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça, en fait, et tu vois bien, effectivement, que c'est pas un couple d'une vie. Avec Gianni, il y a 10 ans d'écart, il y en a bien plus avec, les dates dans la voiture, mais ça m'a pas choqué non plus, car ça m'est arrivé aussi. Bah, déjà ça, évidemment, et puis moi, les couples queer que je connais, effectivement, il y a des différences d'âge, tout comme les couples hétéros. Ça reste quelque chose d'assez, ça reste quelque chose d'assez rare d'avoir exactement le même âge. Moi, mon ex, j'avais le même âge qu'elle, mais c'est tout, quoi, vraiment. Et je trouve qu'effectivement, enfin, ça se voit quand il y a des premiers amours où, il y a des différences d'âge. Moi aussi, j'ai eu ça, sans vouloir trop rentrer dans les détails de ma vie privée, forcément, bien sûr. Mais ça se voit qu'il y a des différences d'âge et c'est un parcours, même, dans l'identité personnelle, que d'avoir des différences d'âge dans un couple, alors évidemment tant que tout est légal, consenti, bien sûr, mais j'ai l'impression que particulièrement dans les couples queer, il y a de ça. Donc c'est pour ça que ça m'a pas choqué non plus, je me suis dit: «Oui, bon, classico». Enfin vraiment quoi. Et ce que je trouve, bien, c'est qu'il y a pareil, il y a jamais ce regard, autant il y a jamais ce regard, enfin, je trouve que le film n'a jamais un regard méprisant ni sur, la communauté queer, ni sur la communauté, musulmane. Je trouve que justement le film arrive super bien à allier les 2 et super bien à allier, la foi et l'orientation, sexuelle, et l'identité sexuelle. Et vraiment je trouve qu'à ce niveau-là, le film il est carré quoi. La scène dans la Pride, je trouve qu'elle est ultra, joyeuse, ultra joviale, enfin il y a, et tout comme les scènes dans les boîtes de nuit, enfin, j'ai vu un tweet récemment en mode, réal français quand scène dans boîte de nuit, et et c'est un perso qui lock-in vraiment. Enfin, et je trouve qu'à ce niveau-là, les scènes dans les boîtes de nuit, ça fait forcément beaucoup penser à du Keshish, évidemment, mais enfin, c'est super, super bien fait, et on ressent vraiment une force dans tout ce qui se passe qui est assez impressionnante, quoi. Donc moi, voilà, c'est vraiment un film que je vous recommande pour, encore une fois, cette fluidité entre tous ces thèmes qui arrivent justement à les rallier, sous une même chapelle, sous un même film et sous un même personnage, qui vraiment, encore une fois, et c'est d'ailleurs un truc aussi que j'ai beaucoup pensé, devant le film, c'était de me dire que, j'aurais aimé même rester, 3 heures avec Fatima, quoi. Parce que du coup, le film, il a un cycle, heu, comme un autre film d'ailleurs, printemps, été, automne, hiver et printemps, et je trouve que, enfin, vraiment, je pense qu'effectivement, Murasauro, c'est peut-être le meilleur film de la semaine, là, actuellement. Même si le film d'après, que je vais traiter, il est bien aussi. Mais, mais, mais je trouve qu'effectivement, le film, j'aurais pu rester, 3 ans avec ce personnage-là, quoi. J'aurais pu rester, revoir la vidéo d'Arcade sur Scott Pilgrim pour comprendre la petite dernière, je note. Ouais, bah en vrai, c'est un bon, c'est un bon diptyque, hein, mine de rien, hein. Il y a plein de trucs en couple qui peuvent être problématiques, la différence d'âge, le fait que le couple se fasse à 16 ans, les couples dysfonctionnels, il n'y a pas grand-chose qui différencie un couple qui dure, qui ne dure pas, ou qui seront... Ouais, c'est ça, et en fait, en même temps, j'ai pas l'impression, encore une fois, que le film appose un regard, jugeant sur les relations. Juste, il observe, en fait, il observe une relation, par le vécu, du coup, de ce personnage de Fatima, et qu'il observe des relations, s'entremêler. Et encore une fois, il y a ni jugement sur le lesbianisme, ni jugement sur la communauté queer, ni jugement sur la foi, ni jugement sur les banlieues. Jamais, en fait. Et s'il y a du jugement, en fait, ça vient d'ailleurs, ça vient d'à côté. Et c'est... Enfin, vraiment, c'est pas du tout... comment dire? Non, c'est chouette. Non, franchement, je perds un peu mes mots, je suis un peu fatigué. Mais franchement, je trouve que c'est un film qui, je pense, va faire débat, et même va aussi... peut-être être important entre guillemets. J'aime pas dire mot, hein, j'aime pas dire film important, mais je pense que c'est le genre de film aussi qui peut révéler des gens, qui peut révéler des personnes, qui peut révéler, des identités personnelles qui sont à l'intérieur de certaines personnes, et qui peut aider en fait à aller plus loin, dans sa propre identité, dans sa propre personne. Je trouve qu'à ce niveau-là, il est super bien fait, quoi. Et oui, effectivement, la scène à la toute fin, enfin vraiment, et c'est pas la toute dernière scène d'ailleurs, mais c'est très bien que ce soit pas la toute dernière scène.
Mais je trouve que waouh, elle est d'une puissance. Enfin, il y a vraiment des scènes ultra ultra puissantes et je trouve que enfin, c'est super super chouette. Ça donne effectivement un peu envie de lire le bouquin de base qui peut être super bien et aussi pour voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Mais je trouve que ouais, tout le panel d'acteurs d'ailleurs est fantastique. C'est quasiment que des inconnus, hein, il me semble. Je crois pas avoir vu de visage connu dans le film, du moins je m'en souviens pas. Et je trouve qu'ils sont tous ultra impressionnants, qui rentrent vraiment tous dans le même moule, dans le même film. On sent qu'ils sont tous dans le même film. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant à ce niveau-là, quoi. Et je trouve que vraiment, enfin, moi, il faut que je traite d'ailleurs le top des films queer de trois couleurs, mais je pense que celui-là, il fera date hein, quand même. Hein. Il fera date parce que, mine de rien, ça reste quand même un grand, grand film. Enfin, vraiment, plus j'y pense, plus je le kiffe, quoi. Plus j'en parle, même plus je le kiffe. Donc vraiment, ça reste super chouette. Super chouette, tout comme également, ce film-là, The Neon People, du coup. Alors, film de quelqu'un du chat, puisque c'est un film du coup réalisé par Jean-Baptiste Toré, que vous avez déjà vu ici à 3 reprises, dans le cadre des bingos, et également avec son avis sur Charlie Kirk, son assassinat, tout ça. Et donc effectivement, bah, moi j'ai été invité il y a quelques mois à une projo presse autour donc de The Neon People. Alors, The Neon People, ça raconte donc l'histoire d'une communauté qui vit sous Las Vegas, globalement, dans des sortes de tunnels désaffectés qui, en fait, ils sont là parce qu'ils ont un peu nulle part où aller, finalement. Et il sort dans très peu de salles, ça reste un docu assez comment dire, assez confidentiel, notamment aussi parce que c'est une grosse semaine, mine de rien. Et ça reste un docu qui a été filmé, je crois, en très peu de temps aussi. Et il y a très peu de temps, il y avait déjà une version, il me semble, sur France Télé, mais c'est une version raccourcie. Et en fait, putain, je voyais des avis très négatifs autour du docu. Et en fait, je comprends tout quand je vois, enfin, parce que j'ai pas vu du coup la version de France Télé, mais je comprends tout quand je vois le film parce que c'est un film qui prend son temps, c'est un film qui prend sa longueur, qui reste avec ses personnages, avec toute sa multitude de personnages, même s'il y en a beaucoup qui restent tout de même assez récurrents. Je dois aller à Toulouse pour le voir. Bah putain. Bon après, en vrai de vrai, si c'est très très loin, les gens, genre ça reste un super film. Mais moi je sais que je me suis jamais déplacé ultra loin pour aller voir un film. Et du coup, bah on va suivre toute cette communauté. Et alors, ce qui est impressionnant, je pense que vous pouvez le voir au trailer, c'est sa beauté. C'est vraiment, enfin, j'ai rarement vu un documentaire aussi bien filmé, à part peut-être, je sais pas, Nostalgie de la lumière, des trucs du genre, des classiques. Mais l'idée, c'est vraiment de le filmer comme un film de Carpenter. Et ce que je trouve vraiment absolument incroyable, c'est qu'on a toute cette lumière de la ville de nuit. On va beaucoup passer la nuit, en fait, dans ce décor-là. Et je trouve aussi que c'est un film qui, mine de rien, épouse pas mal son siècle, épouse pas mal son époque, parce que il y a aussi des images qui font très backroom par moment, enfin qui font très espace liminaux, ce qui est un peu même horrible peut-être à dire, hein, bien sûr, mais en fait il y a beaucoup de moments où on sait pas exactement où est-ce qu'on est, on sait pas exactement, enfin on a l'impression d'être dans une sorte de dimension parallèle, et j'ai vraiment cette impression-là aussi par beaucoup de moments dans le film de ne pas être totalement là et de ne pas être totalement à Las Vegas. Et justement, les quelques rares moments où on va à la surface, entre guillemets, bah là, on épouse clairement un sentiment de dissociation. Et c'est là aussi qu'au niveau du montage, il se passe aussi beaucoup de choses et qu'on sort un petit peu d'un montage plus classique documentaire. Et je trouve que juste écouter les histoires de ces personnages, écouter comment ils vivent, écouter comment ils survivent en fait tout simplement aussi, c'est passionnant de bout en bout et on n'en loupe pas une seule miette. Je vois qu'il y a mon émission à côté. Mais on n'en loupe clairement pas une seule miette et je trouve qu'à ce niveau-là, le film est super super bien fait. Et encore une fois, en fait, c'est un film où il y a même des passages un peu plus expérimentaux en termes de comment ça place sa caméra, comment ça... Enfin, on sent qu'il... Je sais pas exactement comment ça s'est passé en termes de tournage, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment épousé un maximum toute l'ambiance, tout ce qu'on ressent à ce genre d'endroit-là. Et, euh, et clairement, moi, je peux que vous conseiller évidemment The Neon People, non seulement parce que bah, c'est Jean-Baptiste Toré et que quand même ça reste un chic type, mais aussi parce que bah, mine de rien, ça reste un super super film et qui peut-être est pas non plus bouleversant, ça va quand même, mais reste quand même un film, comment dire, un film qui est très représentatif de son temps en fait, parce que pareil, il y a aussi bah,
des plans quand ils partent à la surface sur la Trump Tower qui est à Las Vegas. Donc évidemment qu'il y a des messages dans le film, il y a des messages, mais il y a aussi tout simplement des magnifiques plans. En fait, c'est un film, on dirait presque pas un documentaire, quoi. On dirait un film très naturaliste à la Sean Baker ou des trucs du genre. Il va détester que je dise ça, mais mais clairement pour moi, c'est vraiment un film très radical, très chouette à voir et qui va dans sa direction, qui y va à fond, qui a pas envie de faire des concessions et qui est vraiment absolument magnifique. Ne serait-ce que visuellement, moi je trouve que c'est vraiment du super taf. Je sais pas exactement comment ça a été filmé, même ça, j'aimerais bien le questionner. Mais sur comment ça a été filmé, sur comment ça a été mis en scène, sur est-ce qu'ils avaient déjà des idées de plans avant de tourner, parce que je crois qu'il est parti en repérage. Et puis qu'après il est retourné tourner. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ce petit laps de temps? Est-ce qu'il avait des plans en tête qu'il avait envie de tourner dans ce genre de décor là? Est-ce que finalement les plans sont venus à lui en filmant les personnages et en filmant les personnes et en filmant les lieux également? C'est un film qui est très habité par le lieu de Las Vegas aussi. C'est un film qui est très habité par cette monstre. En fait, Las Vegas est presque filmé comme une sorte de monstre. Et c'est là que se terrent les monstres également. Et c'est là que Et du coup, rentrer dans les tunnels nous fait rentrer dans une forme d'humanité également et dans une forme aussi de compassion avec les personnages principaux, parce que typiquement les personnages qui sont à la surface entre guillemets, on leur adresse jamais la parole, mais personne ne parle non plus, enfin ils ne parlent pas non plus, et donc en fait notre seul contact avec l'humanité ça va être avec ces personnes dans les tunnels, et je trouve qu'à ce niveau là c'est assez bluffant, et en tout cas voilà, ça reste un film que je ne peux que vous conseiller. Vraiment, s'il est disponible près de chez vous, c'est vraiment chouette, c'est vraiment cool à voir. Et j'ai envie d'en parler avec Jean-Baptiste, mais il faut que je lui envoie un message évidemment pour ce genre de proposition-là, mais je suis sûr qu'il serait partant. Donc bon,